Et aujourd'hui, je suis en compagnie d'Alexandre de Monlot. Bonjour Alexandre. Bonjour. Toi, Alexandre, tu es diplômé de l'EPFL, c'est récent, C'est ça, ouais. il y a quelques mois, en robotique avec une orientation IA, c'est-à-dire plus précisément. Exactement. Orientation IA, donc c'est basé sur les cours que j'ai sélectionnés à l'EPFL. Alors, ce qui est assez bien avec l'EPFL, c'est qu'on a, on a une branche majeure, donc moi en l'occurrence c'est robotique. On a assez de liberté avec les cours qu'on peut choisir. Et moi j'ai pris surtout des cours donc liés à l'IA, c'est-à-dire des cours en deep learning, en machine learning, en applied machine learning. Et ça m'avait beaucoup plu. Et cette orientation IA, elle s'est encore plus renforcée avec les expériences que j'ai faites. Donc j'ai pu faire un stage dans une marque horlogère où là, eh bien, j'automatisais certains process en utilisant l'IA, et aussi à ma thèse de master aux États-Unis où là c'était clairement l'IA en santé. Voilà. Donc orientation IA, quand tu choisis ça à l'EPFL, est-ce que tu as déjà un but, un objectif précis ? Pas vraiment. Je vois que l'IA, on en parle beaucoup dans nos cours. Et je vois aussi que ça a énormément d'applications. En fait, ce qui m'a beaucoup parlé avec choisir ce domaine d'IA, c'est qu'on peut aller dans des domaines très différents. L'IA a des applications dans des domaines extrêmement variés. Donc ça peut toucher aussi bien la santé, je citais l'horlogerie aussi, mais ça peut aussi toucher l'art. Enfin, des domaines extrêmement variés. Et moi, j'aime beaucoup explorer des domaines très variés. Je pense que j'ai besoin de ça dans ma vie de tous les jours. Et travailler dans l'IA me permet ça. Donc voilà, je me suis dit, si je vais faire de l'IA, ça va me permettre d'explorer différents domaines, différentes industries. Voilà. Et dans l'horlogerie, qu'est-ce que tu as fait exactement comme application l'IA ? Ça consistait en quoi ? Alors en horlogerie, en fait, le stage, c'était, ils avaient acheté une nouvelle machine pour mesurer une pièce d'une montre qui s'appelle la platine. C'est le châssis, c'est la plus grosse pièce fixe de la montre. Et pour ça, ils venaient d'acheter un interféromètre, donc un nouveau type de capteur pour mesurer les dimensions de la pièce. Sauf qu'en fait, la machine, telle qu'ils l'avaient achetée, elle n'était pas assez précise. Et donc, ils m'ont dit, voilà, trouve une solution d'IA pour augmenter la précision. Et donc là, j'ai utilisé des algorithmes de machine learning. Vraiment, en fait, ça s'est passé comme ça. J'ai compris le problème. Après, je suis allé voir dans mes cours, OK, quel type d'algorithme pourrait résoudre ce souci-là. Et donc, j'ai implémenté ça. On a fait des allers-retours avec les ingénieurs parce que c'est eux qui allaient utiliser le programme. Est-ce que ça correspond à leurs attentes ? Est-ce que c'est facile d'utilisation ? Et une fois que tout ça a été fait, le programme a été déployé. Et donc, aujourd'hui, il est utilisé par les ingénieurs tous les jours. Wow, donc résultat très concret. Ouais, ça a bien marché. Dans Ouais, ton ouais. stage. Exactement, ouais. Et ça, j'imagine que c'est une autre satisfaction pour toi, c'est-à-dire d'être directement dans le concret, de voir qu'il y a une application immédiatement possible. Ouais, complètement. Ça, c'était hyper important pour moi. Et je pense que j'ai aussi besoin de travailler sur des choses qui font du sens pour moi. Et c'est pour ça qu'après, j'ai pris un virage. Je suis allé en santé. Ça me parle vraiment de résoudre des problèmes liés à la santé, plus que faire en sorte qu'on vende plus de montres, finalement. Donc voilà, donc c'est pour ça que je suis allé en santé après. Ouais. Alors, parle-nous de ce projet de master, c'est ça ? C'était ouais, à exactement. Harvard Medical School. C'est ça, ouais. Donc c'était à Harvard Medical School et Boston Children's Hospital. Et donc Boston Children's, c'est un hôpital affilié à Harvard Medical School. Et en fait, c'est là où les médecins qui sont formés à Harvard Medical School vont s'entraîner, vont avoir leur première consultation dans Boston Children's. Boston Children's, c'est un hôpital pour enfants et c'est c'est un des plus grands au monde et aux États-Unis. Et donc les gens qui vont là-bas, en fait, généralement, eh bien, c'est des gens, ils sont allés dans d'autres hôpitaux pour enfants pour lesquels il n'y a pas eu de solution. Et donc, le dernier recours, c'est d'aller au meilleur endroit au monde pour ça, où il y a des milliers et des milliers de chercheurs. C'est Boston Children's. Et donc, voilà, c'est là-bas que j'ai fait ma thèse. Et qu'est-ce que tu faisais exactement ? Alors, moi, ce que j'ai fait... alors, du coup, mon laboratoire s'appelle le DART Laboratory. For Digital Assessment, Research and Treatment Laboratory. Et en fait, c'est un laboratoire qui s'occupe des patients, donc d'enfants, qui sont atteints de maladies chroniques. Donc une maladie chronique, c'est une maladie qui dure dans le temps, qui ne se guérit pas, il n'y a pas de traitement pour le guérir. Et tout l'enjeu du labo, en fait, c'est de permettre à ces enfants atteints de maladies chroniques de vivre le mieux possible, en mettant en place des traitements personnalisés, et notamment en mesurant eh bien leur santé au quotidien. Et moi, j'ai rejoint spécifiquement ce dernier point
qui est de comment est-ce qu'on peut mesurer de manière quotidienne la santé de ces patients-là. Et moi, en l'occurrence, je travaille sur des patients atteints de narcolepsie. Donc, narcolepsie, c'est une maladie neurologique où les patients n'arrivent pas à contrôler leur phase de sommeil et d'éveil. C'est-à-dire, ils ne contrôlent pas quand est-ce qu'ils s'endorment, ils ne contrôlent pas quand est-ce qu'ils se réveillent. Et donc, par exemple, un des symptômes, c'est que ces patients-là dorment énormément, excessivement plus que la population. Et aussi, ils expérimentent un autre type de symptôme, ça s'appelle la cataplexie. La cataplexie, c'est que si le patient a une émotion trop forte, donc par exemple, si tu atteins de narcolepsie et que je te fais rire trop fort ou que tu pleures, eh bien, ce choc émotionnel va entraîner la personne dans un sommeil. Donc ça, c'est le type de patient sur lequel je bossais. Et moi, mon projet, en fait, il cherchait à remplacer l'objet qui, pour l'instant, était utilisé pour mesurer le sommeil de ces patients, qui s'appelle le polysomnogramme. Donc c'est une méthode qui existe depuis 50 ans, où il y a énormément de capteurs. Donc il faut imaginer, on porte un casque avec des électroencéphalogrammes, on a des capteurs au niveau des yeux, on a un appareil qui mesure notre respiration. C'est super lourd à porter. Et le souci avec ça, donc il y en a deux, c'est que... le premier, c'est qu'il faut une assistance pour l'installer. Donc il faut aller au labo, il faut qu'une infirmière nous l'installe. Ensuite, l'autre souci, c'est qu'on n'a pas un vrai sommeil. Parce que c'est tellement lourd à porter qu'on n'est pas confortable. Donc en fait, on n'arrive pas à mesurer de manière objective le sommeil de ces patients. Et en plus, on n'arrive pas, dans les études cliniques, on n'arrive pas à en faire des grandes, puisque chaque patient doit aller au labo, un professionnel de santé lui installe le device. Enfin, voilà. Donc tout ça, ça empêche de faire des grandes études cliniques et donc de mesurer de manière précise et durable le sommeil de ces patients atteints de narcolepsie. Et donc, moi je suis arrivé à ce moment-là. En fait, l'hôpital est venu voir le lab, ils ont dit « Ok, il faudrait remplacer ce polysomnogramme, trouvez-nous une autre méthode ». Et donc mon lab est arrivé avec l'idée d'utiliser c'est pas le seul labo à avoir eu cette idée, mais d'utiliser une montre connectée, une montre qui a plusieurs capteurs, et donc de voir si est-ce qu'on pourrait pas remplacer le polysomnogramme par une montre connectée qui possède plusieurs capteurs, donc qui mesure plusieurs données, et de voir si on arriverait à déterminer les phases de sommeil à partir de ces données-là. Et moi, je suis arrivé à ce moment-là. Donc, ils venaient de faire l'étude clinique, c'est-à-dire il y a 30 patients, 30 enfants atteints de narcolepsie qui sont allés au labo, qui ont porté la montre connectée et le polysomnogramme en même temps, et ils m'ont dit développe un modèle d'IA qui permet, à partir des données multimodales, donc multimodales, plusieurs sources, plusieurs modalités, pouvoir classifier les phases de sommeil. Et pour dire, quand j'entraîne mon algorithme, s'il se trompe ou pas, eh bien, j'utiliserai ce que donne le polysomnogramme, puisqu'il le portait en même temps. Voilà. D'accord. Donc, c'était ça l'enjeu du projet. Et alors, avec quelle conclusion ? Alors, donc c'est un projet de recherche qui a pris combien de temps déjà ? Qui a encore de l'avenir, 6 mois. Ça a pris 6 mois. Et donc ça a encore de l'avenir, ce projet, puisque finalement ma contribution est une phase intermédiaire. Donc le modèle d'IA que j'ai développé en utilisant des arbres de décision qui s'appellent Random Forest. Donc on utilise plusieurs arbres de décision qui extraient en fait les données de ma montre. Et puis chaque arbre fait une décision, c'est-à-dire chaque arbre dit « Ok, on est dans telle phase de sommeil ». Et à la fin, il y a un vote. Et le vote majoritaire donne la phase de sommeil dans laquelle on est. Bon, là, je rentre un petit peu dans le détail de l'algorithme. Ouais, mais c'est intéressant. Mais de manière générale, ça fonctionne comme ça. Et donc, la sortie, c'est que l'algorithme marchait super bien sur des patients qui n'ont pas des courtes phases de réveil. C'est-à-dire, on a vu que... donc, moi, je devais classifier 3 phases. Est-ce que la personne est réveillée sur des batchs de 30 secondes. Donc, c'est-à-dire, j'ai des données qui sont récoltées par la montre pendant 30 secondes et je dois déterminer dans quelle phase elle est. Donc c'était est-ce qu'elle est en réveil, est-ce qu'elle est en sommeil profond, donc ça s'appelle non-REM, est-ce qu'elle est en train de rêver, donc ça s'appelle la phase REM. REM for Rapid Eye Movement. Voilà. Sommeil paradoxal. Exactement. Donc on est en train de rêver, on a les yeux qui bougent, même si on a les paupières fermées. Voilà. Et donc l'algorithme marchait super bien pour classifier REM et non-REM, mais pour les wake, il y avait un souci. C'est-à-dire, quand je dis un souci, c'est-à-dire qu'on est à une performance de 70%, il est bon. Mais c'est pas suffisant. Il faut vraiment qu'on aille au moins à 85. Et en fait, on a découvert que là où l'algorithme a du mal, c'est sur les courtes phases de réveil. C'est-à-dire quand le patient se réveille sur une période
inférieur ou égal à 4 minutes. Et là, donc 75% des fois où il se trompe, c'est sur ces courtes phases de réveil-là. Donc, c'est une méthode qui est prometteuse. Et en fait, elle pourrait battre le polysomnogramme si on arrive à rajouter un capteur qui permettrait de mesurer ces courtes phases de réveil. Un indice, par exemple, moi, quand je veux savoir si ma compagne est en train de dormir ou pas, eh ben, j'écoute sa respiration. Donc, on pourrait imaginer rajouter un capteur qui permet de mesurer la respiration des gens et permettre de déceler quand est-ce qu'elle est réveillée de manière plus précise. Et on rajoute ça avec ce que j'ai développé déjà. Et puis je pense qu'on aurait quelque chose de compétitif avec le polysomnogramme. Après, il y a des pincettes à prendre parce que moi, c'est un peu une étude pilote. C'est-à-dire on a 30 patients qui sont venus. C'est pas beaucoup pour tirer des conclusions générales. Donc il faut refaire une étude clinique beaucoup plus grande. Et aussi tester si on implémente la respiration, est-ce que ça marcherait. Donc ça, c'est la première découverte, on va dire. Donc que ça marche bien, sauf quand on se réveille de manière courte pendant la nuit. Et l'autre découverte, qui est assez intéressante, c'est que on a aussi fait un test où on en a entraîné un algorithme. Donc cet algorithme, on l'a entraîné sur les données de chaque patient séparément. C'est-à-dire chacun avait son algorithme entraîné. Et ce qu'on a découvert, c'est que ce qui est déterminant pour mesurer les phases de sommeil est différent en fonction des patients. Par exemple, moi, ça va être en l'occurrence plus les données de mon accéléromètre, la graisse sur ma peau, mon flux sanguin. Alors peut-être que toi, ça va être plus ta température corporelle avec l'accéléromètre. Et en fait, chaque patient a une signature différente pour mesurer ses phases de sommeil. Et donc ça montre qu'on ne peut pas en fait créer un énorme dataset sur des millions de personnes, l'entraîner et pour prédire les phases de sommeil, pour classifier les phases de sommeil d'une personne particulière. Ça ne marche pas comme ça. L'algorithme est vraiment performant sur nos propres données à nous. Et alors, quelles conclusions est-ce que tu pourrais en tirer plus globalement pour le monde de la recherche dans l'IA ? Sur ce sujet-là ? Ouais, sur ce sujet-là. Eh bien, on voit que les méthodes d'IA sont clairement prometteuses. En fait, mon projet a montré qu'on arrive partiellement à résoudre une solution, mais pour la résoudre totalement, c'est pour ça que je dis que ma recherche n'est qu'une étape, ça montre la bonne direction. C'est-à-dire, ça montre, OK, en fait, il y a quand même un potentiel à aller chercher, à aller mesurer des données sur les gens de manière non invasive pour résoudre certains problèmes. Et donc aussi, je montre la même direction qui est que, en rajoutant peut-être d'autres données non invasives, on pourrait battre ce fameux polysomnogramme qui, utilisé depuis 50 ans et maintenant est obsolète. Oui, mais sinon, avec cette question du paramètre individuel, est-ce qu'on ne touche pas à une limite de l'IA ? C'est une excellente question. Je pense que c'est tout l'enjeu est là. Si on veut adopter l'IA en médecine, on voit clairement qu'on résout plein de problèmes avec l'IA en médecine. Donc là, je parlais du sommeil, mais il y a d'autres thématiques, comme par exemple la découverte de médicaments, ce genre de choses. Eh bien, si on veut une solution qui soit précise et personnalisée, on parle de médecine personnalisée, c'est un peu là la grosse différence. Et qui dit médecine personnalisée, qui dit des diagnostics qui sont propres à chacun et qui sont hyper précis pour notre cas spécifique, ça demande effectivement de récolter des données personnelles. Donc c'est un trade-off en fait, c'est-à-dire est-ce qu'on veut une bonne performance ou est-ce qu'on veut ne pas utiliser les données personnelles ? Je ne pense pas que les deux puissent coexister. Il y avait aussi des freins que tu avais constatés dans le cadre de ce travail aux États-Unis. Quels sont-ils ? Le frein, concernant ma recherche, c'est que l'hôpital m'avait demandé, il faut que le modèle soit le plus explicable possible. Ce qui est normal parce que il faut que le médecin, si jamais il utilise la solution qui est développée dans le labo, il ne soit pas confronté à une boîte noire. Il faut qu'il soit capable de voir, ok, donc là on a dit que cette personne-là était dans telle phase de sommeil parce que telle caractéristique. Sauf que il se trouve que moi, j'obtenais de bonnes performances, mais le modèle était quand même relativement complexe. C'est-à-dire, en fait, pour prédire les phases de sommeil, mon modèle se reposait sur quasiment tout ce que mesurait la montre, mais à différents degrés. On n'arrivait pas à dire c'est vraiment plus ça qui permet de prédire les phases, c'est vraiment plus telle caractéristique. Et donc, d'une certaine manière, le modèle n'est pas vraiment, pour l'instant, 100% explicable. Et ça, effectivement, c'est un gros frein. Parce que, en fait,
je le vois beaucoup dans les médias, on parle de voilà, les LLM, l'IA va remplacer les médecins, ce genre de choses. Mais en fait, toutes ces IA, ce sont des outils pour le médecin qui sont destinés aux médecins. Et donc l'enjeu, il est dans la technologie, mais il est aussi dans est-ce que ma solution va être utilisable par un médecin. Et ce que demande le médecin, c'est que ce genre de solution puisse être explicable. Voilà. Ouais. Donc là, tu en es où exactement dans ton parcours ? Donc là, j'ai terminé la thèse et là, je suis en train de faire donc des entretiens pour travailler toujours sur les sujets d'IA en médecine. Et là, je chercherai à me confronter à de la recherche appliquée, si je reste en recherche, ou sinon des entreprises qui développent des solutions IA. Donc recherche appliquée, pourquoi ? Pour me confronter à des enjeux d'utilisateurs, parce que je trouve que c'est vraiment limite, je pense que le frein principal est là, en fait, à l'adoption de toutes ces technologies. C'est à quoi ça sert ? À quoi ça sert ? On voit à quoi ça sert, mais comment est-ce que ça s'intègre ? Comment ça va être utilisé ? Comment est-ce que l'utilisateur final est intégré là-dedans ? Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, on parle vachement des LLM qui résolvent des examens de médecine à 95% de taux de réussite. Mais j'avais lu une étude récemment où on prend ces mêmes modèles hyper performants et on les confronte à des questions, ils appellent ça bedside question, pardon. Et en fait, c'est des questions qui sont liées à un patient qui, lui, est dans l'hôpital et le LLM doit répondre sur OK, quel traitement, dans quel état est le patient. Et là, on voit qu'il se trompe sur 35% des cas. Donc là, il y a aussi un mismatch avec où est-ce que ça serait utilisé, en fait. Enfin, ce ne sera jamais utile d'avoir une IA qui répond bien aux examens à 95%. Par contre, une IA serait utile à assister le médecin dans le diagnostic qu'il fait. Pour réduire les erreurs possibles du médecin, mais pas pour le remplacer. Non, pas du tout. C'est ça, en fait, c'est un nouvel outil pour l'aider, aider le médecin à faire le meilleur diagnostic possible. Et il y a une autre étude qui est, je trouve, assez marrante. Ça s'appelle Decision Without Data. Et alors, c'est une étude pilote. Donc, ce que je raconte est aussi à prendre des pincettes parce qu'il y a assez peu de personnes qui ont été utilisées pour l'étude. Et donc, en fait, c'est donc c'est un papier scientifique où ils ont pris 10 médecins en cardiologie et ils ont demandé à ces médecins, pendant 7 jours et demi, de noter à chaque fois qu'ils prenaient une décision. Comment ils ont pris leur décision. Ils prennent environ 150 décisions par jour, chacun d'eux. Et donc, ce qui est sorti de cette étude, c'est que 80% des décisions qui sont prises ne sont pas prises basées sur des données publiées antérieures. Et en fait, ça montre quoi ? Ça montre que le médecin, quand il prend une décision, il ne se base pas sur quelque chose qui a été publié, des données publiées, c'est-à-dire typiquement les données sur lesquelles sont entraînés des LLM, des modèles d'IA, mais il se base sur la situation à l'instant T, le contexte du patient, l'expérience du médecin. Et donc, on voit que le médecin ne se repose pas que sur la data pour prendre ses décisions. C'est-à-dire, le médecin utilise plein d'outils, des outils qui lui donnent de la donnée, des outils qui lui donnent un contexte. Et c'est pour ça que l'IA, moi, je pense, ça s'intégrerait super bien là-dedans, c'est-à-dire un nouvel outil pour aider le médecin à, ils disent en anglais, make the best guess. Voilà, avoir le meilleur diagnostic pour la personne. Et ne pas avoir fait d'études de médecine, est-ce que ça te manque dans ce travail-là ? C'est marrant, je me dis pourquoi je m'intéresse à tout ça. Peut-être il y a une part de moi qui aimerait être médecin. Peut-être, mais en fait, ne pas avoir fait d'études de médecine, je pense, ça a développé une curiosité naturelle, non satisfaite, parce que la santé m'intéresse depuis longtemps, mais je suis jamais vraiment rentré dans le domaine. Et donc, quand on arrive dans un nouveau sujet, comme ça, donc j'arrive dans un hôpital, il faut que je comprenne le vocabulaire des médecins, il faut que je comprenne les enjeux, tout ça. Donc c'est un peu technique, mais en fait, j'ai énormément de plaisir à avoir cet apprentissage-là, parce que c'est quelque chose qui m'habite depuis longtemps. Donc je l'ai pas vu comme un frein, mais plus une opportunité, quoi. Voilà. Et puis, encore une fois, au début de notre entretien, je t'ai dit que moi, j'aimais bien l'IA parce que ça me permettait d'explorer différents domaines. Et ouais, ça m'a permis d'explorer aussi le domaine de la médecine. Mais après, je trouve à l'EPFL, on est entraîné à... Je pense que c'est là la force de l'EPFL, c'est apprendre à apprendre. C'est-à-dire, on nous donne un sujet qu'on ne connaît pas du tout. On va se dépatouiller et puis s'en sortir. Et outre la santé, dans quel autre domaine est-ce que tu t'intéresses aux applications de l'IA ? Ouais, alors moi, il y a un domaine qui, tout récemment,
c'est comment est-ce qu'une IA pourrait permettre de déceler les faux tableaux des vrais tableaux. C'est un peu utopique. Parce que j'étais tombé sur une statistique, c'est environ 50% des œuvres d'art qui sont, alors je sais plus quel musée à New York, sont fausses. Et en fait, il y a tout un enjeu là-dessus. Donc, reconnaître que l'image a bien été faite par l'artiste, ça, je trouve l'IA a clairement quelque chose à jouer là-dedans. Notamment, en fait, l'IA, ce qu'elle permet de faire, c'est quand elle analyse une image, elle va en sortir des représentations abstraites de cette image. Et c'est ce qui se passe dans ce qu'on appelle le deep learning, les réseaux de neurones. Et donc, ces représentations abstraites permettent de classifier des images, donc de différencier un chien d'un chat. Et on pourrait imaginer quelque chose de similaire pour différencier une fausse œuvre d'art d'une vraie œuvre d'art. Et pour ça, il faudrait des données d'entraînement où on entraîne le modèle en lui montrant des images faites par l'artiste et des images faites par des faussaires. Et on laisse le modèle s'entraîner et trouver en fait quelle partie de l'image, quelle représentation abstraite de l'image l'a permis de faire ce diagnostic-là, que cette image est fausse. Enfin, ouais, je pense que c'est un super domaine, mais j'ai vu il y a des startups qui bossent déjà là-dedans. C'est un hot topic, quoi. Ouais. Puis il y a la question aussi de la matière, des peintures, des pigments Complètement. utilisés. Donc il y a, exactement. Donc en fait, là je parlais des images, mais tu as complètement raison. Je pense on arriverait à résoudre ce problème-là si on prend en compte d'autres données, notamment voilà les pigments, aussi le cadre, enfin voilà, plein de données, pixels ou non. Ouais. Tu t'intéresses aussi, Alexandre, à la communication scientifique. Est-ce que là, tu vois, ou tu te sers peut-être déjà beaucoup de l'IA? Ça me permet de faire de la communication scientifique là-dessus, parce que c'est un sujet à la mode. Donc en parler, clairement, c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais tu veux dire dans les outils ou... Ah oui. Et même, est-ce que tu te sens menacé même par l'IA comme moyen de communication? C'est hyper intéressant cette question. Pour répondre à ça, je me base sur, je sais plus, dans les années 70 ou 80, pour faire de la... comment dire ? Eh bien, il y a les synthétiseurs qui sont sortis, il y a tous ces objets numériques qui permettent de produire de la musique, notamment produire de la batterie. Sauf que, et puis à l'époque, on se disait, oh là là, mais c'est fini, il y aura plus d'artistes, il y aura plus de musiciens. Sauf qu'en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que il y a toujours des gens qui produisent de la musique en utilisant des instruments, et il y a aussi des gens qui produisent de la musique en utilisant des outils numériques. Et les deux coexistent en fait, c'est des outils différents. Donc je pense pas être menacé de ce point de vue-là, c'est-à-dire dans la musique, les gens auront toujours envie de voir de la musique en live, c'est quand même vachement important pour ceux qui écoutent de la musique. Et je pense en communication scientifique, les gens aiment bien aller à des conférences, écouter des podcasts qui sont dits par des humains. Je pense ça aura toujours sa place. Oui, sinon qu'en termes de communication, ce qui compte, c'est la fiabilité des informations. Ce qui n'est pas le cas en musique, où on est dans un autre champ, celui de la sensibilité. Voilà. Donc la fiabilité des données, est-ce qu'il n'y a pas un moment, tu penses, où on va finir par se dire qu'elle est beaucoup plus solide quand elle est donnée par une IA que quand elle est fournie par un humain qui a ses biais? C'est une très bonne question. Alors, je répondrai en disant que l'IA a aussi ses biais, à part tous les soucis d'hallucination, ce genre de choses. C'est pour ça que je trouve que ce qui est important, c'est de toujours garder son esprit critique, qu'importe les circonstances. Donc, c'est-à-dire, si on va voir un expert dans un domaine dans le cadre d'une conférence, clairement, c'est important de garder son esprit critique. Enfin, je trouve que ça fait partie de... ce qui rend intéressant la communication scientifique, c'est aussi l'esprit critique que ça génère. Voilà. Cet esprit critique qui est d'autant plus difficile à développer face à des IA parce qu'elles nous fournissent une seule information qu'il est tentant de prendre pour la vérité. C'est vrai, exactement. C'est un peu le souci, c'est que, je dirais, avec l'IA, c'est que instantanément, ça nous donne l'information dont on a besoin, mais ça nous la donne sans nuance. C'est-à-dire, on se pose une question, puis la réponse est instantanée, et puis c'est donné sous forme, c'est la vérité vraie. Alors qu'effectivement c'est pas forcément le cas, mais je pense là-dessus pareil, il faut avoir un esprit critique. Par exemple, on sait que les IA telles que ChatGPT sont entraînées sur énormément de données sur le web, et par exemple on se dit quelle est la capitale de la France, je pense on se peut se dire dans notre tête, ok, bon, sur le web ça a été largement documenté, et donc on peut avoir confiance aux résultats que donne l'IA. Par contre, si on pose une question beaucoup plus niche,
Oui, bah, par exemple, vous posez une question sur, je sais pas, vous-même, quel est mon livre préféré? Là, l'IA, il n'y a pas cette information-là sur le web. Donc, l'IA va répondre. Ah, mais ce qu'elle va répondre ne sera pas la réponse, et vous le saurez vous-même. Voilà, il y a un autre exemple, c'est si vous demandez à une IA, donne-moi une image d'une montre à 15h57. Ce que va sortir, alors jusqu'à aujourd'hui, hein, peut-être ça peut changer encore, mais encore aujourd'hui, ce que va sortir l'IA, ça va être une image d'une horloge à 10h10. Pourquoi? Parce que la plupart des images qui sont sur le web de montres et d'horloges sont à 10h10. Et là, ça montre clairement comment fonctionne le LLM, c'est-à-dire ces statistiques. Ce qui va sortir, c'est ce qui sort le plus en général. Oui, on est dans le champ de la moyenne. Exactement. Mhm. Exactement. Et sinon, Alexandre, tu fais de la musique, tu es compositeur, Oui. chanteur. Oui. Et là, est-ce que tu te sers des IA pour composer? Alors là, non, pas du tout. Tu as déjà essayé quand même? Parce qu'il y a pas mal de Oui, alors logiciels. j'avais essayé un outil qui s'appelle Suno. Oui. Ouais, tu connais? Oui, qui est le plus utilisé, effectivement. Ah oui, voilà. Et donc, en fait, je m'en sers pour faire des chansons rigolotes. C'est-à-dire, je suis en voiture avec des amis, et puis en 15 minutes, je fais une chanson sur ce qu'on vient de faire juste avant. Puis ils hallucinent. Alors, c'est intéressant. Après, le souci que j'ai avec Suno, c'est que c'est un peu le souci aussi que j'ai avec les outils d'IA, c'est que donc ils génèrent une solution, mais je trouve qu'on a du mal à dialoguer avec la solution. C'est-à-dire, il y a certaines petites parties que j'aimerais changer, mais l'IA, ça ne le comprend pas forcément. Mais la manière dont je compose, elle est assez particulière. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui composent comme ça, mais c'est beaucoup de instant présent, feeling. Et en fait, je fais appel à des choses inconscientes. Finalement, je fais appel à mon contexte de toutes les musiques que j'ai écoutées depuis que, depuis que je me rappelle de ça. Et il y a des choses inconscientes qui sortent. Donc, la manière dont on compose, elle est très personnelle, j'ai envie de dire. Donc, souvent, c'est comme ça. C'est-à-dire, Victor, le guitariste, trouve un riff de musique. Et moi, dessus, j'improvise une mélodie. Et j'ai toujours mon téléphone allumé avec l'enregistreur parce que je ne me souviens pas de la mélodie que j'ai chantée. Donc, c'est très inconscient comme travail. Donc, là-dessus, en termes de composition, on s'arrête jamais. Donc, si un jour j'ai plus d'inspiration, peut-être j'irai voir Suno, mais là pour l'instant non. Et puis la satisfaction, j'imagine, ne serait pas la même. Bah oui, 100%. C'est vrai que la première fois que j'utilisais les outils d'IA, je me dis bon, alors je suis arrivé à ma solution, mais est-ce que c'est moi qui l'ai trouvé ou est-ce que c'est l'IA? Et rien que de me poser cette question-là, j'ai plus la satisfaction. Donc c'est important je pense comment dire. S'éduquer là-dessus et se rendre compte que c'est un outil, pas culpabiliser si on l'utilise parce que c'est quand même formidable, et garder son esprit critique. Voilà. Et puis là encore, est-ce que tu n'as pas l'impression que le résultat, il est très, il te met finalement dans une moyenne musicale? Ouais, exact. T'as ressenti ça? Oui, l'impression de tout à coup d'appartenir à ces gros robinets de musique qu'on entend aux États-Unis, par exemple sur les radios. Ouais, 100%. Exactement, ouais. C'est vrai, complètement. Et puis, nous, ce qu'on sort avec mon groupe, c'est des choses, on n'hésite pas à aller chercher. On en aime bien, par exemple, ça s'appelle post-jazz black metal. Donc, c'est des groupes qui mélangent du jazz et du metal. Nous, on adore ça. Mais si on demande à Suno, je pense qu'il va sortir plus des choses dans la moyenne qui sont audibles par le plus grand public. C'est ça. Voilà. Donc, sinon, toi, au quotidien, Alexandre, est-ce qu'il y a des outils que tu utilises tout particulièrement, des outils IA? Oui, complètement. Il y en a un en particulier qui s'appelle Elicit. Donc il s'appelle ça AI Research Assistant. Donc c'est une IA qui va en fait répondre à notre question en citant uniquement des papiers scientifiques. Et ce qui est génial, c'est qu'il nous fournit un rapport avec plein de citations. Et en fait, ça me permet de... Donc d'abord, il répond à la question et chaque phrase est citée par un paper, ce que je trouve hyper agréable. Parce que ça me permet en fait d'aller un peu plus loin de « Ah ok, telle phrase intéressante » et donc je vais aller voir le paper, regarder les résultats, finalement explorer à mon rythme plutôt que d'avoir brute force une réponse. Parce que quand je me renseigne sur certains sujets, j'aime bien explorer au fur et à mesure et pas juste « Ah ok, ça c'est la réponse ». Voilà, c'est plus, je sais pas, j'ai un exemple, voilà, je me posais la question « Qu'est-ce que l'épigénétique ?» Et puis j'ai posé ça à Elicit et donc il m'a sorti des papiers scientifiques qui en parlent et ça me permet d'avoir une petite introduction là-dessus. Ouais. Donc ça c'est vraiment utile. Je m'en servais aussi pendant ma thèse de Elicit, très très bon outil.
Parce que quand on commence un projet de recherche, on doit d'abord faire une literature review, c'est-à-dire voir l'état de l'art de ce dans quoi on va travailler. Qu'est-ce qui a déjà été fait? Quels sont les enjeux répertoriés dernièrement? Et là, c'est un long travail, on va aller voir des papers, extraire les informations importantes. Alors je recommande de toujours le faire soi-même, parce qu'on va à notre rythme, mais aussi parce qu'on fait des détours qui sont quand même fructueux. C'est-à-dire on tombe sur des informations sur lesquelles on ne comptait pas forcément tomber, et qui nous apportent des informations intéressantes sur le sujet. Et en parallèle, j'utilise Elicit, qui lui me donne directement une sorte de rapport qui répond à mes questions. Donc encore une fois, c'est un autre outil, et j'utilise cet outil-là, clairement, pour ma recherche. Donc ouais, Elicit. Donc ça, et après, est-ce qu'il y a d'autres usages que tu as d'IA? Oui, il y a aussi, alors là c'est pour les questions plus instantanées, où je veux une brève introduction. Là par exemple j'utilise Perplexity. J'aime bien comment c'est construit Perplexity. Ça génère plusieurs paragraphes qui petit à petit m'expliquent le sujet. Donc ça c'est intéressant. Donc on va dire pour découvrir de nouveaux domaines, l'IA est vraiment intéressante. Parce que l'IA vraiment, la force c'est que ça permet de gérer énormément d'informations et d'en résumer de manière assez intéressante pour nous. Donc c'est surtout dans ce domaine-là. Cet usage-là que tu en as. Ouais. Exactement. Et quelles sont les limites, toi, que tu y vois, voire les dangers? Où est-ce que tu t'inquiètes du développement de l'IA dans nos quotidiens? En fait, là où je m'inquiète, c'est... donc là où je m'inquiète, c'est d'abord un peu ce qu'on lit tous les jours dans la presse, où on lit « Ah, mais l'IA va remplacer les médecins », ce genre de choses. Et je trouve ce qui est dommage, c'est que ça crée un peu vis-à-vis des médecins, ils sont un peu méfiants. Parce que quand on lit dans la presse, le gars, il va chercher son journal, on remplace dans 10 ans. Alors qu'en fait, quand on demande à des chercheurs, c'est pas du tout le cas. Donc il y a un peu, je trouve, une fausse image de l'IA qui est donnée, qui un peu inhibe son potentiel. Il y a aussi, encore une fois, lié à la communication de l'IA, communiquée par ces entreprises, on parle d'OpenAI et autres, qui vraiment véhiculent un message, on va pouvoir tout automatiser, on va pouvoir guérir des cancers. Alors, certes, c'est un des chemins possibles, mais il faut se rappeler qu'on s'adresse à... Et ça m'a frappé aux États-Unis. On s'adresse à des entreprises américaines. Et les Américains, le but, c'est de vendre leurs produits. Et donc, ils vont utiliser une image qui est très utopiste du produit qu'ils développent dans le but de le vendre. C'est clairement ça, le but. Et donc, cette fausse image, je trouve, génère un peu de fausses croyances sur l'IA dans la population. J'avais fait des cours d'entrepreneuriat à l'EPFL. Et la première question qu'on m'a posée, donc pour trouver une idée de start-up, il faut quel problème vaut le coup d'être résolu? Quel grand problème il faut résoudre? J'étais là, approche intéressante. Je fais le même cours à Harvard aux États-Unis. Et la première question, c'était What's the market? Où est-ce qu'il y a un marché? Où est-ce qu'on peut se faire de l'argent? Et là, on voit clairement la différence de mentalité entre l'Européen et l'Américain. Donc voilà, ça c'est un danger. Et aussi un autre danger lié à tous ces outils-là, c'est que finalement, toutes les données qu'ils récupèrent sur nous, qu'est-ce qu'ils en font? À quoi ça sert? On ne sait pas. Clairement, ils disent, on est là, on fait de la transparence, mais encore une fois, ils ont pas de preuves liées à ça en fait. Donc on ne sait pas du tout toutes ces données à quoi elles servent. Et puis certes, ces données servent à des. Le but c'est de ces données servent dans un but amélioratif, mais aussi ça sert aussi dans un but de marketing. Par exemple, on sait très bien que Facebook, alors j'avais discuté avec une personne qui travaille chez Facebook, et en fait ce qu'ils font, c'est qu'ils construisent des représentations, un peu des digital twins de nous, c'est-à-dire des représentations de nous-mêmes basées sur toutes les données qu'ils récupèrent sur nous, et ça leur permet de savoir, quelle pub on pourrait leur présenter qui serait le plus susceptible de leur permettre de passer à l'achat. Quand on voit ce que dit Facebook, il ne parle pas du tout de ça, il parle, connecter les gens, mais ça, c'est en surface. Donc, encore une fois, garder son esprit critique. Et effectivement, il y a des dangers. Donc, je trouve ça intéressant que les Européens ils essaient de prendre une place par rapport à tout ça et pas juste subir les entreprises américaines où le profit est clairement
un de leurs moteurs les plus grands. Quand on a échangé avant cette interview, tu me disais que tu aimais aussi découvrir des talents en IA. D'abord, je voulais savoir ce que tu considérais. Oui, c'est marrant, on n'avait pas de ça. Ce que tu considères comme des talents en IA, déjà, qu'est-ce que c'est pour toi? Est-ce que tu as des exemples aussi? Peut-être je parlais d'entreprises, des jeunes entreprises d'IA qui, je trouve, font un produit exceptionnel. Souvent, je trouve pas assez mis en avant. Parce que, on parle des grosses multinationales, mais peut-être un peu moins de ces startups-là qui, eux, vraiment, si on leur donne les moyens, ont un impact de fou. Donc, j'ai quelques exemples. Donc, par exemple, il y a une startup française. Eux, ce qu'ils font, c'est ils développent un bras robotique avec une caméra qui va scanner, en fait, tout le corps d'une personne dans le cadre d'une consultation de dermatologie. Et en fait, ce que ça permet, c'est d'avoir un peu une Google Maps de la peau et de déceler hyper rapidement et hyper précisément toutes les anomalies sur la peau, potentiel futur cancer, ce genre de choses. Donc là, on voit clairement que, pour moi, c'est vraiment une technologie utile parce que, en France, il y a ce souci où il y a de moins en moins de dermatologues. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à avoir de rendez-vous. Et aussi, même le dermatologue lui-même, pour l'instant, l'outil qu'il utilise, c'est le dermatoscope. C'est le même depuis 5 ans, si c'est 100 ans, cette loupe lumineuse. Voilà, donc ça, c'est un exemple. Et puis un autre exemple, complètement autre chose. Donc eux, ce qu'ils développent, c'est ils analysent en fait des tissus de cœur de personnes décédées de maladies cardiovasculaires. Et en fait, ils construisent un énorme dataset. Et avec ça, ils arrivent à faire le lien entre donc des modifications sur certains gènes et certaines maladies cardiovasculaires. Et donc ça permet en fait, parce que la biologie est extrêmement complexe, on n'arrive pas à tout comprendre, mais par contre, avec ce genre de solution, on arrive à voir, ok, en fait, c'est telle modification de gène qui est très corrélée avec telle maladie cardiovasculaire, et donc peut-être ça permettrait de développer, si on arrive à développer une molécule qui inhibe la protéine qui est générée par ce gène, peut-être ça réduit cette maladie cardiovasculaire, ce genre de choses. Donc là, je trouve que c'est vraiment des super tech, clairement. Ouais. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions que tu voulais aborder? Si tu pouvais rencontrer quelqu'un qui travaille dans ce domaine-là, idéalement, ce serait qui? Des gens qui développent ce genre de solutions et qui ont vraiment un impact positif sur la vie des gens. Je me souviens, il y avait un entrepreneur suisse, vraiment j'adorais son travail, et je l'ai rencontré, on a discuté. Et vraiment, ça m'a vraiment motivé à bosser sur ce genre de sujet-là. Donc il s'appelle Maël, il développe Biped. Donc c'est une start-up qui, en fait, ils font un harnais avec les technologies des voitures autonomes dessus. Donc il faut imaginer comme une technologie des Tesla sur un harnais. Et donc on a ces caméras avec un retour son. Et en fait, ça permet aux personnes malvoyantes de se déplacer de manière plus facile, aussi bien dans une pièce que dans la rue. Puisque avec les caméras permettent de détecter certains objets, de dire où est-ce qu'il faut que la personne se déplace pour atteindre l'objet. Enfin, je trouve que c'est une tech absolument merveilleuse. Et en fait, j'avais découvert son projet il y a peut-être 3 ans, où c'était au tout début, il présentait un peu son projet dans le cadre d'un cours à l'EPFL, et ils avaient fait venir des entrepreneurs, et j'avais été fasciné vraiment par ce projet-là. Et du coup, à mon retour des États-Unis, je l'ai rencontré, on a discuté, et on était complètement d'accord tous les deux sur le fait que l'IA est une opportunité incroyable, un peu comme Internet à l'époque des années 90. Et on voit qu'il y a énormément de choses à faire, d'applications à développer. Et je vois clairement ces applications amélioratives qui ont un impact direct positif sur les gens. Et je trouve que le curseur doit vraiment être mis là. Après, voilà, encore une fois, il y a 2 enjeux. Il y a l'enjeu tech et l'enjeu utilisateur. Ça, c'est un truc sur lequel je m'intéresse récemment, cet enjeu utilisateur. Et je vois que c'est une question finalement auquel les designers, eux, sont beaucoup plus confrontés que les ingénieurs. Donc, je me renseigne un peu là-dessus. Voilà. Super, bonne continuation alors. Merci beaucoup. Merci Alexandre.